Xi Jinping est-il en train de faire basculer la Chine dans un régime totalitaire? La pandémie de coronavirus a-t-elle révélé cette matrice avec une surveillance numérique massive? Avec nous pour en parler, Antoine Mondaz, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes enseignant à Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris. Avec nous également Marc Julienne, bienvenue également. Vous êtes chercheur au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, responsable des activités Chine précisément à l'IFRI. Marc Julienne, commençons avec vous. Et d'ailleurs, ça sera la même question qu'Antoine Mondaz. C'est Donald Trump, lui, il est très provocateur, il est dans l'exubérance. Xi Jinping, c'est un peu l'opposé. Il y a cette bonhomie, mais derrière, c'est un dirigeant clair. Il sait ce qu'il veut. Qui est-il selon vous ? Alors effectivement, sa stratégie est très claire, il l'a annoncé, elle est explicite, c'est de faire de la Chine la première puissance mondiale à l'horizon 2049, le centenaire de la République populaire de Chine. Et donc effectivement, depuis son arrivée au pouvoir en 2012-2013, et particulièrement depuis le commencement de son deuxième mandat en 2017, les mesures qu'il a prises sont de plus en plus fortes et permettent en fait de sécuriser son pouvoir, de renforcer son pouvoir et de renforcer le contrôle à la fois de la société, de l'économie et de l'industrie, de tous les niveaux, à tous les niveaux de la société. Antoine Mondaz, je disais bonhomie parce qu'en Chine, je crois qu'il est représenté. D'ailleurs, dites-nous si c'est légal ou pas par Winnie l'ourson. C'est évidemment une caricature qui est censurée sur les réseaux sociaux chinois, mais pour compléter ce que disait très justement Marc, il y a eu depuis 2012 une double centralisation du pouvoir au sein de la société, autour du parti, au sein du parti, autour de Xi Jinping. Il est le chef du Parti communiste, secrétaire général. Il est le secrétaire général du Parti communiste, qui est son grade le plus important, j'ai envie de dire, bien devant le fait d'être président de la Commission militaire centrale et seulement en troisième position, président de la République populaire de Chine. Pour lui renforcer son pouvoir, s'assurer qu'il n'y ait pas que ce soit de factions ou de mouvements d'opposition est fondamental, et ce notamment non seulement pour 2049, mais dès cette année. Il ne faut pas oublier que cette année, on célébrera en Chine le 100e anniversaire du Parti communiste chinois en grande pompe. Et l'objectif pour Xi Jinping, c'est de montrer que le parti, c'est l'alpha et l'oméga de la vie politique, de la vie sociétale, de la vie économique en Chine. Alors il y a un an, un peu plus d'un an, surgissait donc en Chine, à Wuhan, cette pandémie. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Des experts de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont attendus demain sur place. Est-ce que la Chine, selon vous, de Xi Jinping, cache des informations ou est-ce qu'il y a des mensonges ? Alors en tout cas, il y a un manque de transparence qui est très clair depuis un an, et puis d'ailleurs même les experts dont vous parlez qui doivent arriver demain devaient arriver en fait beaucoup plus tôt dans la semaine, et puis ça a été retardé pour une question de visa apparemment, exactement au même moment où on découvrait de nouveaux cas de coronavirus à Wuhan. D'ailleurs, il y a aussi eu des nouveaux cas plus récemment dans le nord-est de la Chine, donc l'épidémie a été très bien contrôlée par la Chine, mais elle n'est pas non plus absolue, ce contrôle de l'épidémie, puisqu'il y a régulièrement des foyers qui apparaissent. Ouais, comme notamment aujourd'hui dans le Hebei, avec 18 millions de personnes confinées. En tout cas, le pays revit, disons-le clairement, la croissance repart. On a vu ces images saisissantes du Nouvel An, alors pas du Nouvel An chinois qui approche, mais du 31 décembre, où on fait la fête dans des boîtes de nuit à Wuhan. Il y a cette croissance insolente. Clairement, aujourd'hui, la Chine, c'est l'un des rares pays qui, en 2020, a eu une croissance économique positive, 2%. C'est l'un des rares avec Taïwan, mais la Chine, c'est de loin un mastodonte économique. C'est le seul pays du G20 à avoir une croissance positive. La vie se normalise, mais elle ne se normalise pas forcément partout. On le voit à Pékin, dans le Hebei, avec des reconfinements. Mais l'objectif des autorités politiques et sanitaires chinoises, il est clair, c'est d'éviter à tout prix une circulation du virus dans le pays, éviter une circulation qui serait hors de contrôle, comme c'est le cas malheureusement en Europe et aux États-Unis, afin de normaliser le plus possible la vie économique, la vie sociétale en Chine. Et en cela, il bénéficie de fait de la désorganisation en Europe ou aux États-Unis. Par exemple, au mois de novembre 2020, la Chine a eu son plus grand excédent commercial historique avec quasiment 70 milliards de dollars. Et ça, c'est en grande partie car les économies étrangères sont à l'arrêt et que l'économie chinoise, elle, même si elle fait face à des difficultés, se maintient et poursuit un rythme de croissance. Ouais. On entend beaucoup dans le monde ressurgir 1984, George Orwell, la surveillance des masses, l'ingénierie sociale. En Chine, c'est une réalité. Il y a même ces bons points que l'on distribue aux citoyens. Il y a la reconnaissance faciale. Xi Jinping, il en est l'artisan ou ça avait déjà commencé avant ? Alors c'est lui qui a
clairement accéléré. La question des caméras de sécurité, par exemple, est une tendance plutôt ancienne, qui a 10 ou 15 ans en Chine, mais par contre, les technologies aidant, ça a été vraiment très fortement renforcé par l'administration de Xi Jinping. Et puis cette surveillance, elle est omniprésente, elle va partout. Alors le Xinjiang, justement, dont on parle beaucoup aujourd'hui, a constitué une sorte de laboratoire depuis une dizaine d'années. Et puis le coronavirus a fait que l'utilisation, la mise en pratique de ces technologies a été accélérée de manière phénoménale en 2020. Ouais. Dans quelle mesure sur les Ouïghours, vous dites que c'est utilisé comme un laboratoire? Alors, par exemple, la reconnaissance faciale, par exemple, la fusion des données personnelles à l'échelle de la région du Xinjiang sur une vingtaine de millions d'habitants, dont la moitié de minorités ethniques, ça a été utilisé et puis ensuite exporté au reste du pays. Ouais. Je disais, en posant la question, ce dirigeant, Xi Jinping, est-il en train de faire basculer ce grand pays, la Chine, dans un régime dictatorial et totalitaire ? Le régime est de fait dictatorial aujourd'hui. Les élections ne sont pas libres. Et si le Parti communiste met en avant 8 partis politiques qui sont officiellement autorisés en Chine, le Parti communiste chinois règne sans partage. On voit que toute forme d'opposition, notamment de la société civile, les avocats sont mis au pas, les journalistes citoyens, on l'a vu avec l'arrestation et la condamnation de l'ancienne avocate devenue journaliste citoyenne Zhang Jian à plus de 4 ans de prison il y a quelques semaines. On le voit avec les avocats sur le droit environnemental et on le voit dans l'ensemble de la société. Donc c'est clairement un régime dictatorial. Alors après, il peut y avoir un désaccord selon les experts et de sciences politiques. Est-ce qu'on a un régime autoritaire? Est-ce qu'on a un régime totalitaire? Un régime néo-totalitaire? Je pense que Marc, là-dessus, aussi a évidemment son point de vue. Oui. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a un durcissement du régime depuis plusieurs années, une reprise en main de la société civile. Et ça, c'est évidemment extrêmement inquiétant, en plus de tous les autres sujets d'inquiétude, que ce soit Hong Kong, le Xinjiang ou autre. Oui. Je pose la question parce qu'on a une séquence intéressante. Si on compare les États-Unis et la Chine en ce moment, on a des grandes multinationales qui censurent, quoi qu'on en pense, le président des États-Unis, et on a Xi Jinping, lui, qui fait chuter le deuxième le plus riche de Chine, Jack Ma, patron d'Alibaba. Oui, alors il a disparu, mais il a manifesté signe de vie récemment. Effectivement, comme je le disais au début de mon intervention, le parti contrôle tout, l'économie, la société, l'armée, la sécurité. Donc l'économie doit rester dans les rails, dans le sillage du Parti communiste. Mais c'était libéralisé avant là. Il y a une reprise en main de Xi Jinping sur cette économie. C'est là où Xi Jinping amorce un virage dans la vie de la République populaire de Chine. On disait souvent qu'à partir de Deng Xiaoping, fin des années 70, avec les réformes, la politique de réforme et d'ouverture, la Chine est sortie d'un régime totalitaire pour entrer dans un régime post-totalitaire. C'est-à-dire avec une idéologie qui existe, mais en fait avec en gros une croyance, mais pas de pratiquants. Personne ne pratique l'idéologie. Avec Xi Jinping, et particulièrement ces dernières années, on le voit même dans les réformes institutionnelles. En 2018, il y a une profonde réforme de la Constitution, par exemple. Xi Jinping a mis fin au mandat à la limite de mandat pour être à la présidence. Donc potentiellement, là, rien ne l'arrête constitutionnellement pour rester au pouvoir après 2022. Il s'est créé de nouvelles fonctions, de nouvelles positions au sein de l'armée. Il a renforcé le parti et il a affaibli l'État. Donc c'est tout un faisceau en fait, d'indices qui permet de montrer qu'on s'oriente plutôt vers un régime néo-totalitaire. Antoine Mondas, ça n'a pas empêché l'Union européenne de conclure un accord pour l'ouverture des marchés. Certains disent que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, on va dire, en tous les cas. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a évidemment plusieurs sujets sur ce fameux accord sur les investissements. Depuis plus de 7 ans, le début des négociations qui avaient débuté en 2013, les Européens ont essayé d'avoir un meilleur accès au marché chinois pour donc simplement une meilleure réciprocité. Par exemple, les entreprises chinoises peuvent accéder à quasiment l'ensemble des marchés en Europe, notamment les marchés publics. Ce n'est pas le cas pour les entreprises européennes en Chine. De la même façon, les Européens essayaient d'avoir une plus grande transparence côté chinois sur les subventions publiques aux entreprises, qu'elles soient privées ou publiques en Chine. Ouais. Les Européens considèrent qu'il y a eu quelques avancées, ce qui explique pourquoi les Européens se sont mis d'accord pour accepter cet accord, qui n'est pour l'instant qu'un accord. Il faut encore qu'il soit voté au Parlement européen et ensuite ratifié. Mais il y a des inquiétudes, notamment sur la mise en œuvre de l'accord. Qu'est-ce qui se passe si la Chine ne
met pas en œuvre les promesses qu'elle prend dans cet accord. On voit par exemple au sein de l'OMC que depuis des années, la Chine devait ratifier certaines conventions. Elle ne l'a pas fait. Et la question se pose directement sur cette fameuse question du travail forcé, qui est évidemment une question qui préoccupe énormément les Européens, notamment sur la situation au Xinjiang. La Chine, aujourd'hui, elle s'engage à, je cite, travailler à la ratification de 2 conventions de l'Organisation internationale du travail qui sont sur le travail forcé, la Convention 29 et la Convention 105. Le problème, c'est que la Chine, premièrement, ne s'est pas engagée à les ratifier avant la ratification de l'accord sur les investissements et qu'il n'y a aucun engagement concret de la Chine. Alors les autorités françaises essayent d'avoir un calendrier, mais le calendrier en lui-même ne garantit en rien qu'in fine il y aura la ratification. Et vous l'avez dit, à la question des droits humains, certains parlent de génocide. S'agissant des Ouïghours, il y a la question du Tibet qui n'est pas réglée et il y a bien entendu aussi Hong Kong, on l'a vu. Pour autant, il faut le dire, quoi qu'on pense de la Chine, c'est impressionnant, la route de la soie, le port du Pirée à Athènes par lequel arrivent les cargos de Shanghai, la Chine part à la conquête de l'Europe, mais aussi de l'Afrique peut-être. Oui, bien sûr, l'expansion de la Chine dans le monde et des intérêts économiques de la Chine dans le monde est fulgurant. Maintenant, il faut aussi le relativiser un petit peu, le mesurer un petit peu, puisque, par exemple, sur les investissements massifs, on parle toujours d'investissements absolument colossaux de la Chine, y compris en Europe, en Afrique, partout. Bon, en réalité, les chiffres montrent que depuis 2017, il y a une baisse significative de ces investissements à l'étranger. On va voir quel va être l'effet, justement, du Covid-19, puisque je souscris tout à fait ce qu'a dit Antoine sur la situation économique, les 2% de croissance en 2020, c'est formidable en tout cas en comparaison avec toutes les économies occidentales développées qui stagnent ou qui vont être en récession. Maintenant, faut comparer ce qui est comparable et la situation en Chine aujourd'hui, 2%, avec les besoins économiques en Chine, c'est loin de ce qui est nécessaire. Voilà. Et donc à l'étranger, il reste à observer dans les mois et les années qui viennent si on est toujours sur cette dynamique massive d'investissement à l'étranger. Merci beaucoup à tous les deux, Marc Julienne et Antoine Mondaz, et on verra ce que ça donne s'agissant des relations sino-américaines avec l'arrivée dans une semaine de Joe Biden.